De retour, les amis, sur le Phocéen.fr et sur la scène Twitch du Phocéen pour la troisième mi-temps de ce match qu'on a qualifié avec Jarnik pendant le live d'historique de ce huitième de finale aller de Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et Villarreal. Victoire 4-0 des hommes de Jean-Louis Gasset. La troisième mi-temps, c'est maintenant, c'est avec notre invité. Stéphane, comment ça va? Oh là là, bien, le pied. Le pied. Là, tu peux mettre la chanson Il est où le bonheur? Là, elle y est, je te le dis. Jarnik est toujours avec nous. Jarnik, comment ça va? Salut, ça va très bien. Après un match comme ça, on ne peut que se régaler, se féliciter de continuer à vivre des émotions avec ce club. Slim est un peu occupé pendant à vous fournir du contenu sur le Phocéen.fr. Il va arriver dans quelques secondes. Il a juste pas eu le temps de terminer avant qu'on reprenne. Est-ce que Romain Herring est là? Il est là. Il est là. Coucou les Oui, amis. il est là, mon gros. Alors écoute, on est bien, hein. Écoute, un pied et 9 doigts. Ouais. Non, mais c'est clair que là c'est le match parfait. Hein. Franchement, sur tous les tableaux, on a même pu faire souffler des mecs. Enfin, c'est quelle soirée magnifique. 4-0, on avait sorti la stat, je ne sais pas si tu l'as entendu en fin de première mi-temps avec Jarnik. Est-ce que tu sais depuis combien de temps l'OM n'avait pas mené 3-0 à la mi-temps d'un match de Coupe d'Europe? Ah, de match de Coupe d'Europe, ça doit faire longtemps. Non, je sais pas. Avec Jarnik, on avait cherché un peu et c'était pas arrivé depuis Deschamps. Depuis décembre 2010, avec Azilina, où l'OM était rentré au vestiaire en menant 4-0 avec un doublé de Gignac, un but de Lucho et de Gabi Heinze. Mais voilà, il a fallu attendre 13 ans et un huitième de finale aller, parce que là, on ne parle pas d'un match de poule contre une équipe slovène. Jean-Louis Gasset. On parle du vainqueur de l'Europa League d'il y a 2 ans, Villarreal, qui est venu se manger les dents au Vélodrome. Romain, du coup, je veux t'entendre parce que je n'étais pas là à la mi-temps et parce que tu n'as pas passé le match avec nous. Est-ce que c'est le match parfait? Pas seulement dans le scénario, mais aussi dans le Non, mais dans Idriss, le contenu. on a fait un match de Coupe d'Europe de très très haut niveau. J'ai revu un peu par séquence la furia qu'on a été capable de mettre sur certains matchs de Coupe d'Europe avec Rudy Garcia. Parce que je me souviens du OM Braga, du OM Bilbao, voilà, de ces matchs-là où on était vraiment au-dessus de l'adversaire, on leur marchait dessus. Alors ça fait peut-être pas populaire de reparler en bien de Rudy Garcia, mais je m'en fous. Je trouve que cette période-là, elle était magnifique, notamment en Coupe d'Europe, l'OM Leipzig. Enfin, voilà, il y a tellement de très bons matchs au Vélodrome qu'on a vécu dans cette période-là, et j'ai revu un OM mordant, un OM européen, quoi. Ça m'a plu, ça m'a procuré un bonheur fou, quoi. Surtout dans cette saison calamiteuse qu'on était en train de vivre jusque-là et qui va peut-être se transformer d'un coup de baguette magique d'un Jean-Louis Gasset à 70 ans qui vit peut-être tout simplement la meilleure période de coach de sa vie. Il est à l'OM, un club incroyable pour un entraîneur français qui n'a pas d'attache avec l'OM, parce que souvent on prend des entraîneurs français qui ont quand même une histoire avec l'OM. Lui, il en a pas, ou très peu. Effectivement, il a été adjoint en 94, mais voilà, je trouve extraordinaire ce qu'il fait. Ce bonhomme m'avait déjà vraiment, tu vois, quand j'ai vu la conf de presse d'avant-match de Gasset, je me suis dit, mais en fait, il a raison. On est dans le vrai. Il a raison, totalement. Il a eu les cojones, pardon de le dire, Idriss, mais de dire, on va essayer de prendre une option significative. Frérot, bien joué, bravo Jean-Louis. C'est exactement ce que tu as fait, c'est même plus que ça. Je pense qu'il aurait signé pour 2-0, mais 4-0, quoi, les gars. 4-0 contre Villarreal, qui est une équipe qui n'est pas une équipe de pimpin en Coupe d'Europe, Villarreal. On est sur une équipe qui a gagné l'Europa League, qui a fait une demi de Ligue des Champions en 2022. Donc, avec quasiment les mêmes joueurs, Moreno, Capou, Coquelin, la défense a quasiment pas bougé à part le départ de Pau Torres. Mais sinon, franchement, on a fait un match incroyable. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Rebonsoir, Slim. Bonsoir, Slim. Avant de te redonner le relais, Stéphane, tu sais, on disait même pendant le petit break là, entre émissions, on a même réussi à faire la fine bouche et dire on aurait pu en mettre un ou deux de plus. C'est vrai, ce qu'on parlait en étant même très gourmand, on veut dire, entre Sarr qui loupe, on va pas dire les manquables, mais c'est pas loin, quelques actions mieux gérées, et on part et ils repartent avec une valise. 6 buts faciles. On était bien sur la suite du 5-1 pour un 6-0. Donc, non, c'est franchement tout bénef ce soir. Et en plus, ils finissent à 11. Un carton rouge de Moreno. Donc, voilà, c'est
c'est très bien pour la suite. Ouais, il y a des messages dans le chat qui vont faire plaisir à Romain. Je vois du Sarr a fait un match exceptionnel. Romain, bravo pour ton analyse sur l'OM au café concernant Sarr. Tu as dû batailler contre des supporters qui voulaient Luis Enrique à sa place. Donc bon. Oui, bon, ça. Pour moi, c'est pas très dur de défendre Sarr par rapport à Luis Après, Enrique. de dire on pouvait mettre Moumbagna, tout ça peut s'entendre, tout peut s'entendre. Mais Enrique, je pense que les gens qui connaissent le foot voient quand même la différence entre Sarr et Enrique. Bon, mais oui, pour moi, Ismaïla Sarr, dans cette période-là, est un joueur incontournable. Il fait un bien fou ce soir encore. Le péno qu'il va chercher alors qu'il fait une première mi-temps difficile, elle valide totalement. Et puis la deuxième mi-temps, il aura fait des trucs. Il lui manque ce petit but là, il lui manque ce petit but sur cette action-là. Il doit la mettre au fond. Pour moi, il l'aurait mis au fond, c'était 8,5 ou 9 ce soir. Hein. Mais bon, il l'a pas mis, il aura un peu moins, mais il aura quand même une belle note. On en fera tout à l'heure ça. Ouais, on prendra le temps de noter vraiment Ismaïla Sarr tout à l'heure. Il y a une stat là qui est sortie, mais je pense qu'on l'a tous, 16 buts en 4 matchs, c'est quand même exceptionnel, ce qu'on voit de la part de l'Olympique de Marseille. Sur ce match-là, est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous retenez plutôt, un grand OM ou un petit Villarreal? Moi, je retiens un grand OM parce que ce qui m'intéresse, c'est au final le niveau de l'adversaire. Pour moi, c'est pas important parce que on a parlé de ça contre le Shakhtar. Ouais, le Shakhtar, c'est une équipe qui n'a pas joué depuis 2 mois. Ouais, bon, Montpellier, ils sont pas dans une bonne période. Clairement, ils sont derniers. Là, Villarreal, on va nous sortir quoi? Ils avaient la gastro, pas la gastro. Villarreal, ils sortaient de 3 matchs où ils mettaient 4-0, 5-1, ils mettaient des mines à des grosses équipes. Donc, à un moment donné, il faut analyser la chose, voir la chose. Villarreal, c'était une bonne équipe. On leur a marché dessus. Les joueurs, ils sont dans une osmose. Et ce qui était prévu en début de saison, ce qui était projeté par rapport au recrutement, c'est en train de se valider. C'est un grand OM qui peut aller loin et qui peut jouer n'importe quelle équipe les yeux dans les yeux actuellement. Et ça faisait quand même quelques années que c'était plus arrivé. Un OM qui peut aller loin pour toi aussi, Stéphane? S'il continue à jouer comme ça, à bien s'entendre, oui, parce que moi je trouve que ce soir on a fait, je vais être fort, un match référence, on attendait ça. Je pense qu'on attendait ça, même les détracteurs, vous allez voir Villarreal, si vous battez Villarreal, si vous qualifiez, là on pourra avoir confiance en vous. Non, mais on leur a mis la tête où je pense, et puis 4-0, ben voilà, on y est. Gardons cette dynamique et c'est super. Mais c'est vrai que, comme il a dit, on peut regarder les équipes les yeux dans les yeux, et puis après, c'est pas dit qu'on gagne, mais au moins on est là, on fait du jeu, on est plus ridicule comme on était ces derniers temps à avoir des purges sur purges. Donc non, ça fait vraiment plaisir de voir cet OM là. Ouais, c'est vrai que là, ça fait plaisir. Je vois beaucoup de messages positifs. On a fait des débriefs d'après-match. Ah oui, c'était bien plus morose. C'était compliqué. Mais c'est vrai ce que dit Stéphane, finalement, après une fois, dès qu'on mène au score, on sent qu'on a la main mise sur nos rencontres. Techniquement, on voit des joueurs combinés. On a vu Amin Harit aussi monter en puissance dans ce match-là. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, en commentant le match d'Amin Harit. Je trouve qu'il est monté en puissance. C'est exactement ce qu'on attendait. C'est exactement ce qu'on a dit en avant-match. C'est que moi, j'attendais de voir justement le Amin Harit qui fait ce qu'on attend de lui, qui fait des différences, qui est toujours aussi combatif défensivement. Ça n'a pas trop bougé. Mais voilà, offensivement, il a fait des différences, il a joué juste. Et c'est peut-être le dernier joueur qui n'avait pas encore totalement la tête à l'endroit depuis le retour l'arrivée de Gasset, avec Ndiaye, Aubameyang et même Sarr. Là, ce soir, Harit, il fait un très bon match. En plus, il est décisif, il fait une superbe passe décisive. Il y a rien à dire. Donc oui, là, ces 4 matchs-là sont super. Et on peut dire, pour répondre à quelqu'un qui avait fait cette déclaration, que finalement, l'OM, c'est pas un club qui régresse. Harit mieux que ces derniers temps. Je prends Harit parce qu'on avait eu le débat en avant-match. Là, c'est l'Olive qui nous dit ça. Harit mieux que ces derniers temps. Tu es d'accord aussi, Romain, toi, sur le match d'Harit, tu l'as trouvé mieux que contre Montpellier ou que contre Clermont ce soir? Je pense que ton micro est éteint, Moreau. Oui, pardon, parce que j'ai une quinte de tout je voulais pas déranger le débat. Désolé. Oui, je disais, je l'avais trouvé plutôt bon à Clermont déjà. On avait fait le débat ensemble, on n'était pas tous d'accord. Je trouve qu'il progresse, effectivement. Jarnik a parlé de justesse, il a totalement raison. Une belle analyse de Jarnik, bien joué. Il faut suivre les 4 heures pour avoir la référence. Ah ouais.
Non, mais je suis content de son match, mais plus globalement, moi, c'est un collectif ce soir. Hein. La maîtrise qu'on a eue, c'est ce que j'avais dit à la mi-temps, mais je le redis, la maîtrise défensive, la maîtrise du deuxième ballon qu'on va toujours gratter avec Kondogbia, avec Vertou, avec Harit, de cette capacité qu'on a à étouffer l'adversaire, parce que c'est vraiment ce qu'on a vu ce soir. Moi, je suis bluffé par le collectif ce soir, plus que par un joueur ou un autre. Évidemment, il faudra parler d'Aubameyang qui a égalé Didier Drogba ce soir. Et oui. Donc voilà, il faudra parler de tout ça, mais quelle belle soirée, les amis. Ouais, mais est-ce que c'est vrai qu'on peut se projeter? Toi, tu penses, Idriss, tu te projettes un peu plus sur cette saison-là et tu penses qu'on peut atteindre des objectifs plus élevés? Parce qu'il y en a certains qui pensent plutôt la 6e place, 5e place en Ligue 1. Peut-être aller chercher un peu plus haut? Ou c'est encore trop tôt? Ça va être un peu féerique ce que je vais te dire, mais moi je recherche pas des résultats factuels. Moi, ma recherche, ma quête dans cette fin de saison, dans ces 2 mois de compétition qui restent, c'est des émotions. Je veux pas que cette saison se transforme en saison oubliable, comme la 18-19, la 20-21, la dernière de Garcia, la dernière de Villas-Boas, où dès le mois de février, on se disait déjà, bon allez, vivement mai, qu'on passe à autre chose. Là, j'ai envie de vivre des trucs, et ce soir, il ne fait aucun doute que nous, ici en studio, on a passé une excellente soirée, mais que les gens au stade ont passé une soirée dont ils se rappelleront. Je pense aux enfants qui étaient en virage nord, ou simplement les enfants qui ont accompagné leurs parents dans les autres tribunes. Ça fait partie de ces soirées-là où moi, quand j'avais 8 ans, j'ai attrapé le virus de ce club dans une soirée. Bon, j'avais vécu le Real plus tôt, mais j'ai attrapé le virus dans les soirées contre Liverpool, l'Inter et Newcastle. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que j'ai attrapé ce virus-là dans ces matchs-là. Donc moi, j'ai envie qu'on donne aux gens une raison, pas d'y croire, je m'en fous d'y croire, mais une raison d'être content. Donc si on doit finir 5e, soit. Si on doit finir 3e, encore mieux. Si on doit finir 7e, soit. Vivons des choses. Donc si vivre des choses, ça veut dire se faire éliminer en demi-finale d'Europa League par Liverpool et finir à la 6e place de Ligue 1, je te dirais que tant qu'on a vécu des choses, eh ben, on a passé une bonne saison. Tiens, on sait que c'est une émission aussi connectée, donc je vais prendre quelques questions sur le chat. Malik QL qui nous demande qu'avez-vous pensé de la gestion là, de fin de match de Jean-Louis Gasset? Elle est parfaite et elle est facile. Tu mènes 4-0, tu peux te permettre de faire un peu ce que tu veux. Avec Jarnik, moi j'ai dit allez, Aubameyang, Verretou, Kondogbia, frigo. Tu vois, vraiment, parce que dimanche il y a Nantes et Jarnik m'a dit au milieu on s'en fout, il y a Onana, il peut pas jouer la Coupe d'Europe, donc il va jouer dimanche. Mais d'un côté, c'est facile en vrai, tu as déjà 4 buts d'avance, tu fais ce que tu veux. Ou Naïl est rentré en plus, le turnover, il pourra avoir lieu au retour aussi, le turnover. Exactement. T'es pas obligé de titulariser Aubameyang à Villarreal. T'es pas obligé, tu peux le faire aussi. Je te vois faire la moue. Je préfère, si tu me donnes le choix de mettre 2 fois sur 3 Aubameyang, je le mets Nantes et Rennes. Hein. Oui, vu comme ça, moi match à l'extérieur Villarreal, même s'ils n'ont pas montré grand-chose, j'ai pas trop envie de... Alors, tu crains quand même le match aller encore ? Non, je crains pas, mais... Enfin, je veux dire, je vais pas faire un dessin, mais la dernière équipe française qui a gagné 4-0 à domicile en match aller de Ligue de Coupe d'Europe, ça s'est terminé par une élimination 6-1, quoi. Donc, j'ai pas trop envie de faire le malin non plus. Je suis confiant et tout, mais de toute façon, je pense pas qu'il le fera Gasset. Bon, Aubameyang à la place de Moumbagna et Aubameyang sur le banc, mais il faut qu'il reste sur le banc, quoi, qu'il reste pas à Marseille. Non, mais il va faire des déplacements tous. Moi, je suis plus d'avis de faire comme il fait actuellement. Tu mets ta grosse équipe au début, puis à la 60e, quand tu as toujours 0-0 ou quoi, ou que tu as mis un but, à la 60e, tu fais tourner. Moi, je suis plus de cet avis-là pour assurer. On en parlera, mais je pense que Klose sera pas titulaire non plus, parce qu'il est en danger sur les cartons jaunes. Voilà, je pense qu'il y aura une gestion de ce type-là de Jean-Louis Gasset, et ça sera très bien, c'est très très bien. Et ça se remet à 0 au quart de finale aller, donc oui. Non, en demi. Ouais, en demi. Eh ben, il nous emmerde. Mais il aurait dû le prendre ce soir, son carton, en vrai, juste avant. J'y ai pensé, je me suis dit, mais prends le jaune. Mais il y avait des joueurs comme ça qui cherchaient le carton, sachant qu'ils étaient qualifiés pour jouer après derrière. Oui, il y en a, ils cherchaient le carton pour partir plus vite à Noël aussi. Aussi, ouais. C'est autre chose. Ouais, il y a des questions aussi tactiques, là, notamment de Hippo sur le placement de NDI en faux neuf. Lui, il a plus vu un 4-3-3 avec un faux neuf NDI parce qu'Aubameyang prenait beaucoup le côté gauche. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une solution durable avec Aubameyang côté gauche? En fait, pour être un peu plus précis sur ce qu'on a vu avec Idriss, et Idriss peut-être qu'il complétera, défensivement, Ndiaye était vraiment dans l'axe. En fait, c'était un vrai 4-3-3. Aubameyang, il défendait vraiment à gauche.
On avait à droite Ismail Assar et on avait Ndiaye qui était vraiment en pointe haute et qui était le premier défenseur qui pressait le gardien et les défenseurs sur les relances. Quand on était sur le jeu derrière, Aubameyang, on voyait tout de suite se recentrer, même s'il est légèrement côté gauche, et Sarr, il restait à droite, donc c'était un peu asymétrique, et Ndiaye redescendait pour avoir le ballon. Donc Ndiaye, je le trouve quand même globalement sur les phases offensives très très libre, donc je pense qu'il faut continuer à lui donner cette liberté, parce qu'il va à droite, il va à gauche, il arrive à combiner, à trouver des solutions, et offensivement, pour l'instant, si on parle de 11 types, d'équipe type, oui, il est dans cette équipe type-là, et effectivement, à ce poste-là, en pressing, en laissant Aubameyang sur le côté, on voit que ça apporte de bonnes choses. Donc moi, je toucherai pas à ça pour l'instant. Je complète tout simplement en disant qu'on a joué en 4-4 de losange. Avec Iliman Ndiaye en position de numéro 10, avec Ismail Assar et Aubameyang devant, c'est un truc qu'on voyait souvent. C'est un truc qu'on voit souvent dans les 4-4 de losange, c'est en phase défensive, c'est le 10 qui va jouer le pressing sur les deux centraux et les deux attaquants qui s'écartent au maximum. C'est un truc qu'on voyait régulièrement, même tout le temps, chez Hubert Fournier et Rémi Garde. Dans leurs 4-4-2 respectifs à Lyon, il y avait Fekir qui allait chercher, et il y avait NJ et Lacazette qui s'écartaient un maximum pour défendre. Et regarde, quand on avait le ballon, à part quand il avait envie d'aller poster sur ce côté droit, Ismail Assar, il jouait vraiment dans l'axe à côté d'Aubameyang. Donc on parle même plus de 5-3-2 ou de 4-3-3. Là, on est sur un 4-4-2. Mais après, comme l'a dit Jarnik, il y a plusieurs séquences de jeu où on était en vraie situation d'asymétrie, où Harit, lui, il était vraiment dans son milieu de terrain, mais parce que le ballon est à droite, il était à droite, et Ismail Assar venait coller sa ligne. Donc c'est ce qu'on disait un peu en avant-match, c'est qu'il n'y a pas de système dogmatique fixé, signé, dessiné. On est sur un truc où on est sur un feeling, en fait. On est sur un feeling par rapport à la zone de ballon, et la chose très bête, c'est qu'il faut courir, c'est tout. C'est que du moment où à la perte, tout le monde est en place, et dans cette position 4-3-3, offensivement, avec ballon, faites ce que vous voulez. Mais une fois encore, pour finir sur la tactique, Gasset, je pense qu'il a quand même bien analysé les choses qui fonctionnaient à Marseille. Je pense qu'une chose qui fonctionnait l'année dernière sous le système d'Igor Tudor, c'est qu'il a compris que les joueurs, en tout cas qu'il avait sous la main, étaient très efficaces quand ils défendaient en avançant. Et là, une fois encore, moi j'ai vu l'OM défendre en avançant. Ils sont pas en repli. Bon, quand il y a des contre-attaques, bien sûr, qui replient, mais ils vont vers le joueur. Ils sont pas en attente. Et c'est là où où je trouve que les joueurs qu'on a actuellement sont les meilleurs. Et ça, c'est encore une chose qui est intéressante. C'est encore vraiment un vrai choix tactique de la part de Gasset, de se servir des qualités et de faire sa recette avec les qualités qu'il a à disposition. Et ça, pour moi, c'est la vraie qualité d'un tacticien, d'un vrai entraîneur de football. Ah, puisqu'on va parler des notes dans quelques minutes, mais il y a un Argentin dans cette équipe-là. Ouais. Il a fait justement ce qu'il disait. Il est monté à chaque fois. Meite, quand il est rentré, il a fait la même chose. Il pressait sur le porteur du bal en zone presque milieu. Donc, non, c'est vrai qu'ils ont joué haut. Ils ont fait circuler le ballon à la fin. Bon, c'est sûr qu'après, c'était un petit jeu. Donc, non, c'est vrai que là, comme ça, jouer comme ça, et franchement, ils avaient une belle ossature. Et c'est l'animation de jeu offensif qui a fait que, ça combinait bien, même sur le côté. Avec Sarr, ça combinait mieux que de l'autre côté, quand Soglo ou Enrique est rentré. Mais c'est vrai que là, Sarr avec Meite, ils ont combiné 2-3 fois, c'était pas trop mal. Il faut parler aussi, dernière chose, des contrôles d'Ismail Assar, parce qu'on en a parlé en avant-match, et il y avait des doutes, il faut le dire, sur sa qualité technique de temps en temps, où il ne nous avait pas montré des choses folles, je trouve, depuis le début de la saison, notamment sur les qualités de contrôle. Là, les ouvertures et les contrôles qu'il a fait collés au pied, il faut le souligner, ça quand même. Moi, personnellement, je le souligne parce que je n'avais pas vu faire ça, à part le premier contrôle du match où il rate son contrôle, ça part en touche sur le centre. Sinon, toutes les ouvertures, elles ont été magnifiquement contrôlées en deuxième Et même temps. dans le petit jeu, il est très intéressant. Ouais. Il perd rarement un ballon quand il faut combiner tout ça entre les adversaires et tout. Donc non, techniquement, en plus, il a fait un très bon match. Et tu vois, dans le petit jeu, comme on disait, la passe pour Mbemba la dernière fois, c'est un joueur qui est en confiance. Et quand il est en confiance, Ismail Assar, c'est quand même un joueur différent. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur ce garçon. Parce que moi, je lui vois des qualités rares dans le football actuel. Et je suis très content de l'avoir avec nous. Et je suis désolé, Idriss, j'ai pas trop envie qu'il fasse ses valises, moi, cet été. J'ai pas dit que j'avais envie, je te dis qu'il va le faire.
Après, oui, j'en ai envie. Il ne dit pas qu'il en a envie, mais maintenant, je le dis. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, je le dis. Mais en tout cas, dans le chat, il y en a beaucoup qui veulent qu'on parle de Balerdi. J'attendais de parler de Balerdi vraiment sur les notes parce que je pense qu'il va avoir une note ça va être très court, de toute façon. Exceptionnelle. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui disent vous en parlez pas assez, donc on fera un gros focus au niveau des notes sur Balerdi. Rapidement, avant de passer aux notes, justement, il y a le petit but d'Aubameyang, le 4e but. Je ne sais pas si vous l'avez fait en entrée d'émission de 3e mi-temps, mais le but d'Aubameyang, est-ce qu'il est volontaire ou pas selon vous? Merci. Oui. Non, sincèrement. Oui. Tous les jours. Moi, je l'ai dit. Ah si, avec Jarnik, on n'a pas douté une seconde. On le voit bien au ralenti. Il regarde la cage à tout moment, il regarde pas dans l'axe. Il est juste merveilleux. Ah oui, non, et c'est ce qu'il veut faire. Si c'est volontaire, c'est bien sûr, je suis d'accord. Exceptionnel. Tu as un oisal de mauvais augure. Non, il disait non, il a fait esprit centré. Il dit non, il a vraiment il a cherché ça. Toi aussi, Romain, tu penses que c'est volontaire? Totalement, et moi j'insiste quand même, il a mis 11 buts en Coupe d'Europe, c'est énorme sous le maillot de l'OM. Ouais, je vais vous donner la stat. Je vais vous donner la stat parce que elle est incroyable. L'OM, il y a Jean-Pierre Papin et Mamadou Niang qui sont à 23 et 22, et à la troisième place dans toute l'histoire du club, toute la grande histoire, il y a Drogba et Aubameyang. Avec Payet également à 11, mais Payet il a fait 6 campagnes là où les deux autres en ont fait qu'une. Donc, dont un qui n'a pas fini la sienne encore. On peut pas mettre de côté cette statistique. Il est énorme en Coupe d'Europe cette année, et si on en est là, rappelons-nous des tours précédents, des phases de poule et tout, si on en est là, c'est beaucoup grâce à lui, quoi. Donc, il a toujours été présent en Coupe d'Europe. Les 2 matchs contre l'Ajax. Ouais, bien sûr, les 2 matchs contre l'Ajax. Enfin, tu peux citer aussi même le Pana où il met 2 buts. Tu gagnes le match normalement et puis tu le gagnes pas parce qu'il y a ce péno à la dernière seconde. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, mais il est énorme en Coupe d'Europe, énorme. Et contre le Shakhtar, c'est combien? C'est 2 buts, 2 passes. C'est monumental. Moi, je trouve que, on en parlait aussi avant de reprendre l'antenne. Moi, je trouve que il y avait déjà des stats cette saison Aubameyang. Moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans son attitude. Et je trouve que depuis l'arrivée de Gasset, ce n'est plus la même personne, ce n'est plus la même attitude. À la première minute du premier match d'Aubameyang sous Gasset, il va faire un sprint pour aller presser contre le Shakhtar. Et moi, ça m'a marqué. Et on voit qu'il met encore beaucoup plus de buts ces derniers temps, sur ces 4 derniers matchs. Et Aubameyang comme ça, là, ça peut vraiment faire la différence. Même sur l'occasion qu'a Ndiaye en première période, c'est lui qui va récupérer un ballon au milieu presse, de terrain. Non, là, et sans avoir le leadership d'Alexis Sanchez, puisqu'on comparait beaucoup les deux, c'est différent. Aubameyang, c'est pas un leader né, c'est pas un harangueur, tout ça. Il avait besoin. Voilà, c'est un buteur. Est-ce qu'il ne fallait pas un peu de temps aussi? Juste un truc moi, sur l'investissement. Moi, je pense qu'il fallait que quelqu'un l'aime. Oui, non, mais voilà, que coach. Je pense pas de temps, je pense qu'il avait besoin que quelqu'un le pique un peu. C'est ça, oui. Et juste sur ça, sur l'image que tu as, Jarnik, et que beaucoup ont, et moi j'ai pas la même, mais c'est juste qu'à mon avis, Gattuso lui demandait de pas courir. On en a beaucoup parlé avec Idriss dans les analyses tactiques. Beaucoup de matchs, Gattuso a fonctionné avec Harit et Aubameyang qui devaient juste rester en position fixe pour gêner les relances. Ouais. Et donc, il ne devait pas avoir cette débauche d'énergie, mais il a toujours fait les efforts. Pour moi, il les a toujours fait. Donc, même je trouve que c'est un peu... C'était pas une question d'effort, c'est une question de body language. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est qu'il fait des efforts, mais en plus, il récupère des ballons importants. Parce que le ballon de ce soir qu'il récupère sur Ndiaye, il est important. En plus de faire les efforts, il est décisif dans cet aspect-là. Donc effectivement, il y a une évolution, mais je pense qu'il était aussi guidé par Gattuso dans le fait de ne pas le faire. On l'a déjà expliqué avec Idriss plusieurs fois. J'en démords pas et j'en suis persuadé. Voilà. Non, même sous Marcelino, il faisait les efforts. C'était juste une question d'attitude, tu sais. Moi, quand je pense à ça, c'est pas sur une attitude sans ballon. Moi, c'est une attitude, tu sais, quand le coéquipier rate une passe, quand il est pas servi sur 2 appels, le 3e, il va le regarder courir en disant vas-y, tu vas faire quoi? Tu vois, c'est une attitude d'enfant un peu gâté. Tu te dis mais salis-toi le short un peu, tonton, tu vois. Mais moi, félicitations, je me couche. Très bonne saison. De toute façon, qui pouvait dire ici, à part des fous, qu'il était déjà à la retraite et qu'il était fini. Non. Moi, depuis le début... Ouais, mais des fous, c'est ce que je dis. Depuis le début de saison, je répète la même chose. Je vous l'ai dit pendant le break. Moi, je ne change pas d'avis sur le mariage. C'est qu'il peut finir la saison à 40 buts. Le mariage ne clique pas. Ça ne clique pas entre Aubame et le club. C'est un truc comme ça clique pas. Après, il va faire la saison qu'il va faire.
peut-être même la saison d'après. Mais c'est Peut-être toi que je qui pourrais te fais changer. dire ça. C'est une question de feeling. C'est que tu sens que. Je vais pas dire que c'est fin. Je vais pas accuser quelqu'un de jouer la comédie 24/24, pas de loin de là, mais. Je saurais pas l'expliquer. Il faudrait que je creuse la réflexion un peu plus hors antenne et revenir avec un argumentaire plus fourni. Mais il y a un truc qui fait que ça clique pas. Je sais pas. C'est bête à expliquer, mais j'ai l'impression un peu à une autre échelle. Tu sais, Loïc Rémy, il est parti. Il a fait 2 saisons et demie. Il a fait deux bonnes saisons quand même. Ouais. Pas du niveau de celle qu'Aubameyang est en train de faire où il met le club sur ses épaules. Mais deux Il bonnes avait été saisons. bon. Au moment où il part, qui a déjà dit on n'a pas Loïc Rémy. Il manque comme Loïc Rémy. Ou alors, j'ai un maillot de Loïc. T'as déjà vu des maillots de Loïc Rémy dans Marseille, toi, depuis que t'habites ici? Pas beaucoup. Pas ici. Beaucoup. Tu vois ce que je Pas veux ici, dire? mais j'en ai vu. Non, mais en où règle j'étais générale, avant. tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a un mariage. Il peut avoir les performances qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Le jour où ça s'arrête, ça sera terminé. Ah oui, ça c'est. Alors que pour plein de joueurs, au moment où ça s'arrête, il y a encore cette petite aventure, ce petit truc. J'ai un peu ce sentiment-là avec Aubameyang. Mais moi, je Mais trouve c'est qu'il- très perso. Hein. et je trouve qu'il est. Bah, tu le vois, il a changé, comme tu disais, Bedi Langage. Il est heureux. Tu le vois sur. Il prend plaisir à jouer avec Il les prend copains. plaisir. Que je pense qu'on n'avait plus vu ça, de prendre plaisir comme ça. Même alors, lui, et il entraîne derrière lui toute l'équipe. Et alors, c'est pas lui qui entraîne, mais Ah, un voilà, peu, c'est oui, un mais fait de il- groupe. il C'est un fait de entraîne, groupe C'est qui par va- l'exemple. C'est ça. Il C'est par entraîne exemple. parce qu'il est entraîné aussi Si. par ses coachs. Je dis bien ses Oui, coachs. oui, Je oui. parle du duo Gassé-Printemps. Oui, On en parlait pendant Mhm. le match avec Idriss. Pour moi, c'est vraiment un Ah oui, faut duo. pas- C'est Gassé qui ouais. prend la lumière, mais c'est vraiment un vrai travail collectif de staff pour le coup, et ça fait plaisir. Ça et fait c'est- plaisir, C'est ouais. c'est que positif. Moi, je me régale de regarder les matchs de l'OM là depuis Ah 4 oui, matchs. oui, tant pis, ça. J'ai des émotions, comme disait Idriss tout à l'heure, alors que j'en avais plus depuis un certain temps. Ouais, on se régale à les regarder. On se régale également désormais à noter les joueurs. On va passer au top et au flop de ce match.